Je m'appelle Madeleine, j'ai 67 ans et je suis veuve depuis 8 ans. J'habite depuis toujours dans une petite ville du Gard, près d'Alès, une région que les journaux appellent souvent zone rouge à cause des crues et des pluies torrentielles. Ceux qui n'ont jamais connu la brutalité des orages cévenols ne peuvent pas comprendre. En quelques minutes, le ciel s'assombrit, les rivières débordent, l'eau s'infiltre partout, engloutit maisons et souvenirs comme si la vie d'une famille n'était qu'un château de sable. Ce mardi-là, je préparais un simple potage aux légumes dans ma cuisine. La pluie battait contre les volets depuis le matin, mais dans le sud, c'est presque une habitude. J'avais même souri en me disant que mes tomates du jardin allaient enfin recevoir l'eau qu'elles réclamaient. Mais vers 15 heures, j'ai entendu les sirènes municipales. L'alerte inondation. Mon cœur s'est serré. J'ai eu juste le temps de saisir le vieux sac que je gardais près dans le couloir, quelques papiers, une photo de mon mari, quelques bijoux sans grande valeur mais chargés de souvenirs. Quelques minutes plus tard, la rivière voisine est sortie de son lit. J'ai vu par la fenêtre un torrent brun et furieux dévaler ma rue. En moins d'une demi-heure, ma maison a été submergée. Les murs se sont fissurés, le jardin a disparu sous la boue. J'ai cru que le toit allait s'effondrer. J'ai trouvé refuge chez un voisin qui habitait en hauteur. Quand l'orage s'est enfin calmé, je suis sortie, trempée jusqu'aux os, et j'ai découvert l'ampleur du désastre. Ma maison n'était plus qu'un squelette noyé dans la boue, mes meubles renversés, mes souvenirs dissous dans l'eau sale. Je me suis tenue là, immobile, comme une étrangère au milieu de ma propre vie détruite. J'avais déjà perdu mon mari, emporté par une maladie brutale. Je pensais avoir appris à faire face au manque. Mais perdre ma maison, c'était comme perdre une deuxième fois l'homme que j'avais aimé, car chaque pierre, chaque mur portait encore son empreinte. Les secours sont arrivés, ont pris des photos, noté mon nom. On m'a dit que les assurances couvriraient une partie des dégâts, mais que ce serait long. Des bénévoles de la Croix-Rouge m'ont proposé un hébergement d'urgence dans une salle polyvalente. Je n'ai pas eu la force. L'idée de dormir sur un lit de camp, entouré d'inconnus, me donnait la sensation d'être encore plus déraciné. Alors j'ai pensé à mon fils, mon unique enfant. Julien vit à Montplier, à une petite heure de route. Il a 40 ans, une carrière dans une société de conseil financier, un bel appartement moderne avec terrasse et piscine partagée. Depuis quelques années, il partage sa vie avec Claire, une jeune femme élégante et ambitieuse. Je ne les voyais pas souvent. À vrai dire, Claire me regardait toujours avec ce sourire poli qui cache mal l'impatience. Mais Julien restait mon fils, mon sang, ma seule famille. Je me suis dit, il ne me laissera pas dehors. J'ai emprunté un téléphone et je l'ai appelé. Ma voix tremblait. Julien, mon fils, ma maison, l'inondation a tout emporté. Il y a eu un silence, puis, tu n'as rien, maman? Tu n'es pas blessé? J'ai répondu, non, mais je n'ai plus nulle part où aller. Alors il m'a dit, bien sûr, viens. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Le lendemain, une voisine m'a conduit à Montplier avec 2 sacs poubelles remplis de quelques vêtements imbibés d'eau et une vieille valise. En arrivant devant l'immeuble moderne où Julien habitait, j'ai ressenti une drôle de gêne. Comme si je m'apprêtais à franchir une frontière invisible. Julien m'attendait à la porte. Je l'ai serré dans mes bras, reconnaissante. Mais derrière lui, Claire est apparue. Son regard a glissé sur mes habits tachés de boue, mes sacs informes, et j'ai compris d'un coup que ma présence n'était pas désirée. Quelle catastrophe, Madeleine! A-t-elle dit, mais son ton sonnait plus comme un reproche que comme de la compassion. J'ai déposé mes affaires dans leur salon immaculé. Le blanc des murs, les coussins parfaitement alignés, le parfum de cire et de lavande synthétique. Tout criait propreté, modernité, perfection. Moi, j'apportais avec moi l'odeur de la boue et du désastre. Nous nous sommes assis. Julien, mal à l'aise, a croisé les bras. Claire a posé une main sur son genou, comme pour l'encourager à dire quelque chose. Puis, d'une voix trop douce, elle a lâché. « Madeleine, bien sûr tu peux rester, mais tu comprends, nous avons besoin d'intimité. Ce n'est pas l'idéal à long terme. » J'ai eu l'impression qu'on me giflait. À long terme? Je n'avais même pas encore dormi une nuit au sec que déjà je devenais un problème. J'ai tenté d'expliquer, ce n'est que pour quelques semaines. Le temps que l'assurance débloque les fonds, que je trouve un logement. Mais Claire a insisté, tu serais peut-être plus à l'aise ailleurs, avec ton indépendance. Il existe des résidences temporaires très bien,
avec cuisine équipée, à 2 pas d'ici. Julien, mon fils, a baissé les yeux et a murmuré « Elle n'a pas tort, maman ». À ce moment précis, j'ai senti tout mon corps se raidir. Moi qui l'avais élevé seul après la mort de son père, moi qui avais travaillé nuit et jour pour lui payer ses études, j'étais devenue une intruse dans sa vie parfaite. Je me suis levée lentement, j'ai ramassé mes sacs. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement dit « Je comprends ». Et j'ai quitté cet appartement froid qui portait pourtant le nom de chez mon fils. Dans l'ascenseur, mes mains tremblaient. J'avais l'impression qu'un gouffre s'ouvrait sous mes pieds. Où allais-je dormir? Que valais-je encore, moi, à 67 ans, rejeté par le seul être que j'avais au monde? Et pourtant, au fond de ma poche, il y avait ce vieux carnet d'adresses, jauni, oublié. Parmi les numéros griffonnés, un nom brillait encore comme une lueur fragile, Pierre mon amour de jeunesse. Nous nous étions promis de ne jamais nous perdre de vue. La vie avait décidé autrement. Lui était parti faire fortune à Lyon, disait-on. Moi, j'étais restée dans le Gard, fidèle à ma terre. Assise sur un banc, devant l'immeuble, les larmes brouillant ma vue, je me suis surprise à caresser ce prénom du bout des doigts. Et une pensée m'a traversé l'esprit, brutale et inattendue, et si j'osais l'appeler, astérisque. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Après tant de sacrifices, pensez-vous qu'un enfant a le droit de rejeter sa propre mère au moment où elle a le plus besoin de lui? Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de lire vos avis et vos histoires. Je suis restée longtemps assise sur ce banc, les sacs à mes pieds, comme une vieille mendiante que personne ne voulait voir. Les passants entraient et sortaient de l'immeuble sans un regard pour moi. Le soleil déclinait déjà, la lumière se reflétait sur les vitres, et l'air sentait encore la pluie qui avait balayé la région toute la journée. Mon cœur battait fort, devais-je vraiment composer ce numéro, celui qui dormait au fond de ma mémoire depuis plus de 40 ans? Pierre. Ce prénom avait été pour moi, jadis, synonyme d'avenir. Nous nous étions rencontrés à l'âge de 18 ans, un été de liberté. Il rêvait de devenir architecte, moi je rêvais d'enseigner le français. Nous parlions d'art, de voyage, de tout ce que la vie nous offrait encore. Mais son ambition l'avait emmené loin, vers Lyon puis Paris, et moi j'avais fait un autre choix, Julien. Ou peut-être que c'est la vie qui avait choisi pour moi, lorsque je suis tombée enceinte après une seule année de relation avec celui qui allait devenir mon mari. Pierre avait écrit 2 lettres, puis plus rien. Le temps avait recouvert nos promesses d'une poussière que je croyais définitive. Je pris une inspiration tremblante et sortis le petit carnet de mon sac. Le papier était gondolé à l'humidité, mais l'encre tenait encore. Je saisis mon téléphone, un vieux portable cabossé, rescapé de l'inondation, et composai les 10 chiffres. J'étais persuadée que le numéro serait obsolète. Mais au 3e bip, une voix grave, un peu éraillée par l'âge, répondit. Allô? Je restai muette quelques secondes. Puis, d'une voix brisée, je soufflai. Pierre, c'est Madeleine. Il y eut un silence, long, presque solennel. Puis une exclamation douce, presque incrédule. Madeleine? Mon Dieu! On aurait dit que le temps s'était suspendu. Je me mis à parler trop vite, comme pour justifier cet appel insensé, je racontai l'inondation, la maison détruite, Julien qui n'avait pas voulu de moi. Mes phrases se bousculaient, ma honte aussi. Mais il m'interrompit. Où es-tu? Donne-moi ton adresse. Je viens te chercher tout de suite. J'essayai de protester, non, je ne veux pas te déranger, oh, mais il avait déjà raccroché après avoir obtenu le nom de la rue. 15 minutes plus tard, une berline sombre se gara devant moi. J'eus l'impression qu'un morceau du passé, intact, sortait d'un brouillard. Pierre descendit. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage marqué par les années. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes, vifs, attentifs, d'un bleu perçant. Quand il me vit avec mes sacs, il serra les poings, comme pour contenir sa colère. Puis il s'approcha et me prit dans ses bras, sans un mot. J'ai senti l'odeur de son manteau, mélange de cuir et de tarablon, et j'ai pleuré comme une enfant. Il m'installa dans sa voiture, rangea mes affaires dans le coffre avec un soin infini. « Tu viens chez moi ?» dit-il simplement. Je n'ai pas osé répondre. J'avais l'impression d'être trop lourde, trop vieille, de n'avoir rien à offrir que ma misère. La route vers Nîmes, où il habitait désormais, me sembla irréelle.
Les phares éclairaient les flaques, les panneaux défilant dans la nuit humide. Pierre parlait peu, seulement pour me demander si j'avais froid, si j'avais mangé. Sa voix avait gardé une autorité douce, celle qui vous rassure même quand tout s'effondre. Nous arrivâmes devant une maison en pierre claire, rénovée avec goût. Un portail électrique s'ouvrit, et la voiture s'engagea dans une allée bordée d'oliviers. La demeure n'était pas ostentatoire mais respirait la solidité, l'élégance tranquille de ceux qui ont réussi. Pierre, je l'appris plus tard, avait bâti un cabinet d'architecture prospère, spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens. Il me fit entrer. L'intérieur sentait la cire et le bois. Les poutres apparentes se mêlaient à des meubles modernes, les murs portaient des tableaux lumineux. Tout respirait chaleur et raffinement. Il me conduisit à une chambre d'amis vaste, avec un lit couvert d'un édredon blanc. Je posai mes sacs au pied du lit, honteuse de leur misère face à tant de beauté. « Repose-toi, dit-il. Demain, nous parlerons. » Cette nuit-là, je dormis d'un sommeil agité. Des images se bousculaient, ma maison engloutie, le visage froid de Claire, les yeux baissés de Julien, et puis le regard intense de Pierre, comme une main tendue dans le noir. Au petit matin, j'ouvris les volets, le soleil dorait les pierres, les oliviers étendaient leurs branches. Je sentis une paix étrange, comme si la nature voulait me dire qu'après la destruction vient parfois la renaissance. Pierre m'attendait dans la cuisine. Sur la table, du café chaud, des croissants encore tièdes. « Madeleine, dit-il en me regardant droit dans les yeux, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas un fardeau. » J'ouvris la bouche pour protester, mais il leva la main. « Écoute-moi. Tu as traversé l'enfer. Ton fils a commis une faute grave en te rejetant. Mais tu as encore ta dignité, et tu as droit à la tendresse. Laisse-moi t'aider. » Ces mots me transpercèrent. Toute ma vie, j'avais pensé qu'une mère devait toujours être celle qui donne, jamais celle qui reçoit. À 67 ans, entendre qu'on avait encore droit à l'attention et au respect me bouleversa. Dans l'après-midi, il me montra son bureau, ses projets. Des plans d'églises, de masses provençaux, de bâtiments historiques. Son travail respirait la passion. « Tu vois, dit-il, je n'ai jamais cessé de bâtir. Peut-être que c'était pour te retrouver un jour, et t'offrir un toit que rien ne pourra emporter. » Je ne trouvais rien à répondre. Mes yeux se remplirent de larmes. Mais le soir même, alors que je croyais retrouver un peu d'apaisement, un appel changea tout. Mon portable vibra, c'était Julien. D'une voix froide, il demanda « Maman, où es-tu ? Les voisins m'ont dit qu'ils t'avaient vu monter dans une grosse voiture avec un homme. Tu n'es pas dans un foyer ? » Je répondis calmement que j'étais en sécurité. Mais lui, soudain, éclata « Avec qui es-tu ? Tu ne vas quand même pas te laisser manipuler par un inconnu. » Je sentis la colère monter. Cet homme, mon fils, qui m'avait fermé sa porte au nez, osait maintenant me demander des comptes. Je lui dis seulement « Je suis chez quelqu'un qui m'accueille avec plus de respect que toi. » Il y eut un silence. Puis il lança, d'une voix dure « Tu devrais faire attention, maman. Les gens riches n'aident pas gratuitement. » Et il raccrocha. Je restai figé, le téléphone à la main. Ces mots me cinglaient, les gens riches n'aident pas gratuitement. Était-ce la jalousie ? La peur de me voir trouver ailleurs ce qu'il avait refusé de me donner ? Ou simplement l'égoïsme d'un fils qui craignait de perdre un futur héritage ? Ce soir-là, en m'endormant dans la maison de Pierre, je compris une chose terrible, mon fils n'était pas seulement indifférent. Il commençait à me voir non plus comme une mère, mais comme un obstacle à ses calculs. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, je découvris un rythme de vie auquel je n'étais plus habitué. La maison de Pierre semblait respirer la sérénité. Chaque matin, il ouvrait les volets de la grande salle à manger et la lumière entrait à flot, dorant les meubles anciens et les carreaux de pierre. Il avait l'élégance discrète des hommes qui ont bâti leur fortune de leurs propres mains. Il ne parlait jamais d'argent, seulement de travail bien fait, de bâtiments restaurés, de villages sauvés de la ruine grâce à ses projets. Moi, je restais souvent dans le jardin, un livre à la main, ou bien je l'aidais à préparer des repas simples. Nous rions parfois comme des adolescents retrouvés. Pourtant, derrière ce calme retrouvé, une inquiétude persistante me rongeait, Julien. Je le connaissais trop bien. Derrière ces silences polis se cachaient toujours des calculs. Quand il avait raccroché la dernière fois, je savais que ce n'était pas la fin. Et en effet, dès le 3e jour, il rappela. Cette fois,
sa voix se voulait mielleuse. Maman, tu sais, Claire et moi, on regrette d'avoir été trop durs. C'était la fatigue, le stress. Tu peux revenir, si tu veux. Je restai figée. Pourquoi ce revirement si soudain? Je répondis, non, Julien, je suis bien ici. Un silence glacial suivit. Puis il lâcha, chez cet homme, là? C'est quoi, son intérêt? Tu ne vois pas qu'il profite de toi? Je faillis éclater de colère. Mais je me contins. Il ne profite de rien. Il m'offre un toit. Toi, tu me l'as refusé. Je sentis sa respiration s'accélérer à travers le téléphone. Fais attention, maman. Tu pourrais le regretter. Et il raccrocha. Le soir, j'en parlais à Pierre. Il fronça les sourcils. Ton fils a peur, dit-il doucement. Ah pour toi, mais de perdre ce qu'il pense lui revenir. Je le regardai, troublé. Tu crois vraiment qu'il ne voit plus en moi que l'argent, un jour, l'héritage? Pierre posa sa main sur la mienne. Je crois qu'il a oublié l'essentiel, que tu es une femme, pas un portefeuille. Ces mots résonnèrent comme une gifle plus forte encore que les phrases blessantes de Julien. Les jours passèrent. Je m'habituais à cette maison lumineuse, à la chaleur inattendue qui renaissait entre Pierre et moi. Nous sortions parfois au marché, au café du village. Les gens le saluaient avec respect. Moi, je rougissais un peu, j'avais l'impression de revivre une jeunesse volée. Un samedi matin, alors que je revenais de la boulangerie, j'aperçus une silhouette familière devant le portail. Julien. En costume, cravate légèrement desserrée, l'air fermé. À ses côtés, Claire, impeccable comme toujours, robe sobre mais regard tranchant. Maman, nous devons parler, dit-il sans même un bonjour. Pierre, qui m'avait rejointe, s'avança calmement. Entrez, si vous voulez. Mais pas d'agressivité, s'il vous plaît. Dans le salon, l'ambiance était lourde. Julien croisa les jambes, fixa Pierre d'un air soupçonneux. Claire, elle, se tourna vers moi. Madeleine, tu comprends bien que cette situation n'est pas normale. Tu vis chez un homme que tu n'as pas vu depuis des décennies. Comment peux-tu lui faire confiance? Je pris une grande inspiration. Parce qu'il m'a accueilli quand vous m'avez fermé la porte au nez. Parce qu'il m'a traité avec respect. Ce que vous n'avez pas fait. Julien serra les dents. On voulait seulement préserver notre intimité. Ce n'était pas contre toi. Pierre, jusque-là silencieux, prit la parole. Julien, soyons clairs. Ta mère est libre. Elle a trouvé ici un foyer, de la sécurité, de l'affection. Elle n'est pas prisonnière. Elle peut partir demain si elle le souhaite. Je le coupai doucement, et je ne le souhaite pas. Le visage de mon fils se crispa. Claire, alors, lâcha la phrase qui fit tout basculer. Madeleine, réfléchis bien. Tu as ton âge. Si un jour il t'arrive quelque chose, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu pourras hériter de lui, qui en bénéficiera? Est-ce que tu veux vraiment compliquer la succession de Julien? Je restai bouche bée. Le venin était craché. Voilà ce qui les obsédait, pas ma dignité, pas mon bonheur, mais les biens de Pierre, un homme qu'ils ne connaissaient même pas. Pierre pâlit, puis éclata d'une colère froide. Sortez. Tout de suite. Je ne tolérerai pas qu'on parle ainsi de Madeleine dans sa propre maison d'accueil. Julien se leva, rouge. Tu crois quoi? Que tu vas me remplacer? Que tu peux t'acheter une famille? Pierre le fixa droit dans les yeux. Je n'ai rien à acheter. J'ai seulement choisi de tendre la main à la femme que j'ai toujours aimée. Toi, tu as choisi de la rejeter. Ne viens pas me reprocher tes propres fautes. Un silence de plomb s'abattit. Puis Claire prit Julien par le bras et l'entraîna vers la sortie. Avant de franchir la porte, mon fils me lança, d'une voix basse et dure, « Tu regretteras, maman. Tu comprendras trop tard. » Quand la porte se referma, mes jambes se dérodèrent. Pierre me soutint, me fit asseoir. Je tremblais de tout mon corps. Je ne le reconnais plus, murmurai-je. Ce n'est pas l'enfant que j'ai élevé. Pierre soupira. Les tempêtes ne détruisent pas que les maisons, Madeleine. Elles révèlent aussi la fragilité des cœurs. Mais regarde-toi. Tu es encore debout. Et ça, c'est ta victoire. Je le regardai, ému,
mais au fond de moi une angoisse grandissait. Les paroles de Julien résonnaient comme une menace. Et je savais que cette histoire n'était pas terminée. Les jours qui suivirent leur visite furent lourds d'un silence inquiétant. Pierre et moi essayions de reprendre le fil de notre quotidien, les marchés, les promenades sous les oliviers, les repas simples partagés dans la grande cuisine. Mais au fond de moi, je sentais planer l'ombre de Julien. Ces mots, « tu regretteras, maman », me hantaient la nuit, comme un écho mauvais. Un matin, je reçus une enveloppe officielle, cachetée au nom d'un cabinet d'avocats de Montpellier. Mes mains tremblaient quand je l'ouvris. À l'intérieur, une lettre froide, rédigée dans un jargon juridique, me sommait de me présenter dans 2 semaines pour une « médiation familiale », initiée par mon fils. Le motif, inquiétude concernant l'état psychologique et les choix patrimoniaux de Madame Madeleine B. Je restais figé, incapable de comprendre tout de suite. Julien osait mettre en cause ma santé mentale? Moi, qui n'avais jamais consulté pour autre chose qu'une grippe ou une bronchite. Moi, qui avais élevé seul un enfant, travaillé toute ma vie, survécu au veuvage et aux tempêtes? Pierre lut la lettre. Son visage se durcit. Ils veulent te faire passer pour une femme fragile, incapable de gérer ses affaires. C'est une stratégie. S'ils réussissent, Julien pourrait obtenir une curatelle, et contrôler tout ce qui t'appartient, y compris ton assurance, ta maison en ruine, et peut-être ce que tu pourrais recevoir de moi. J'eus la nausée. Mon propre fils cherchait à m'ôter la seule chose qui me restait, ma liberté. Les jours suivants, tout s'accéléra. J'appris par une voisine que Julien et Claire parlaient déjà dans leur entourage d'une vieille dame dépassée, manipulée par un homme d'affaires intéressé. Les rumeurs se propageaient. Moi, je devenais dans leur récit une femme faible, prête à tout donner par naïveté. Un soir, Pierre posa devant moi un dossier épais. J'ai pris les devants, dit-il. Mon notaire a préparé des documents. Ici, noir sur blanc, il est écrit que tu es parfaitement saine d'esprit, que tu agis de ton plein gré. Tu auras aussi un avocat. Tu n'es pas seule, Madeleine. Je le remerciai, bouleversé. Mais une douleur me rongeait, Julien aurait pu choisir la tendresse, le soutien, un simple geste d'amour. Il avait choisi la guerre. Le jour de la médiation arriva. Dans le bureau austère de Montpellier, aux murs tapissés de code civil, Julien et Claire étaient assis en face de moi. Mon fils évitait mon regard. Claire, elle, me fixait avec un mélange de défi et de triomphe. L'avocat de Julien prit la parole. Nous craignons que Madame B. ne soit influencée par un tiers à des fins matrimoniales. Elle a perdu son logement, elle est vulnérable. Son fils souhaite simplement la protéger. Je crus étouffé de rage. Mais mon propre avocat, un homme calme aux cheveux blancs, répondit, « Madame B. est lucide, autonome, et parfaitement capable de décider où elle souhaite vivre. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas sa santé mentale, mais la tentative de pression qu'elle subit de la part de son fils et de sa compagne. » Julien se redressa. « Maman, je veux seulement ton bien. Tu ne comprends pas. Cet homme t'utilise. » Alors, pour la première fois de ma vie, je soutins son regard sans faillir. « Non, Julien. Celui qui m'utilise, c'est toi. Quand ma maison a été détruite, tu m'as chassé. Et maintenant que tu vois que je ne suis pas seule, tu inventes des histoires pour mettre la main sur ce qui pourrait t'appartenir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la cupidité. » Un silence l'eau remplit la pièce. L'avocat de la médiation, embarrassé, conclut qu'aucune mesure ne serait prise sans expertise médicale. Mais au fond de moi, je savais que Julien ne s'arrêterait pas là. De retour à la maison de Pierre, j'éclatai en sanglots. Comment ai-je pu engendrer un fils capable d'une telle trahison? Pierre me serra contre lui. Tu lui as donné ton amour, Madeleine. Mais l'amour ne garantit pas la bonté. C'est lui qui choisit aujourd'hui son chemin. Je restai longtemps éveillé cette nuit-là. Et pour la première fois, une idée terrible germa en moi, je devais peut-être envisager ma propre revanche. Pas une vengeance bruyante, non. Mais une vengeance silencieuse, implacable, qui lui ferait comprendre ce qu'il avait perdu en me rejetant. Les jours suivants, Pierre et moi rencontrâmes le notaire. Je fis rédiger un testament. Dans ce document, j'indiquai clairement que mon fils ne recevrait rien tant qu'il continuerait à me dénigrer ou à tenter de me faire passer pour folle. J'avais la possibilité légale de réduire sa part à la réserve minimale. Le reste,
je pouvais le donner à qui je voulais. Quand je signai, ma main trembla, mais mon cœur se sentit plus léger. J'avais repris un peu de pouvoir. Pierre, en sortant, me dit doucement, c'est peut-être le choc dont il a besoin pour ouvrir les yeux. Je hochai la tête. Mais au fond de moi, je pressentais que Julien, au lieu de se réveiller, allait plonger plus loin encore dans l'avidité. Quelques semaines passèrent sans nouvelles directes de Julien. Je pensais presque qu'il avait renoncé, que la médiation infructueuse l'avait découragé. Pierre me rassurait, les tempêtes passent toujours, Madeleine. Même celles que déclenchent les enfants. Mais au fond de moi, je savais que mon fils n'avait jamais accepté de perdre. La confirmation arriva un matin d'avril. Je revenais du marché avec mon carap plein de légumes et de fleurs fraîches, quand je trouvai une enveloppe glissée sous le portail. Pas de timbre, pas d'adresse, simplement mon prénom écrit à la hâte. À l'intérieur, une lettre signée de la main de Julien. Maman, j'ai appris ce que tu as fait avec ton notaire. Tu veux me déshériter pour punir ton propre fils? C'est indigne. Claire et moi ne te laisserons pas commettre une telle folie. Si tu continues, nous serons contraints d'engager une action judiciaire pour te faire passer sous tutelle. Réfléchis bien. Tu es en train de détruire notre famille. Mes doigts se crispèrent sur le papier. La menace était claire. Ce n'était plus seulement de la décession ou de la colère, Julien préparait une véritable guerre. Pierre lut la lettre à son tour. Son visage se durcit, ses yeux bleus brillèrent d'une colère froide. Il dépasse toutes les limites. Tu ne seras pas seule, Madeleine. Si Julien attaque, nous contre-attaquerons. Je hochai la tête, mais mes larmes jaillirent malgré moi. Comment en est-on arrivé là? J'ai tout sacrifié pour lui. Et voilà qu'il parle de tutelle, comme si j'étais déjà une vieille femme sénile. Ce soir-là, nous allâmes voir Maître Dubois, le notaire. Il nous accueillit dans son bureau au mur chargé de dossiers et de code civil. Je lui tendis la lettre. Il la lut attentivement, puis dit d'une voix calme, « Julien n'a pas le pouvoir de vous placer sous tutelle sans expertise médicale et jugement. Mais il peut essayer de faire pression, de salir votre réputation. » Je sentis ma gorge se serrer. Que puis-je faire? Continuer à vivre normalement, répondit Maître Dubois. Et garder des preuves. Chaque lettre, chaque menace. La vérité finit toujours par parler. Je rentrai avec un poids plus lourd encore sur les épaules. Les jours suivants, les appels de Julien se firent plus fréquents, plus agressifs. Il changeait de ton sans cesse, tantôt suppliant, tantôt accusateur. « Maman, pourquoi tu me rejettes ?» Puis aussitôt, « Cet homme t'empoisonne l'esprit. » Un soir, il alla plus loin. Il débarqua devant la maison de Pierre, sans prévenir, ivre de colère. Il tambourina à la porte. Quand j'ouvris, il cria, « Alors c'est vrai? Tu veux donner tout ce que tu as à cet inconnu? Tu veux me rayer de ta vie? » Pierre intervint, sa haute silhouette imposant le respect. « Julien, tu ne parleras pas à ta mère sur ce ton. » Mais Julien, les yeux fous, répliqua, « Tais-toi. Tu n'as rien à voir dans cette famille. Tu profites de sa faiblesse, tu veux ses biens. » Je me mis entre eux, le cœur battant. « Julien, ça suffit. » Ma voix résonna plus fort que je ne l'aurais cru. « Tu m'as abandonné le jour où j'ai perdu ma maison. Tu m'as humilié devant ta compagne. Tu n'as pas le droit de parler d'amour filial quand tes actes prouvent le contraire. » Les jours suivants, Pierre et moi rencontrâmes le notaire. Je fis rédiger un testament. Dans ce document, j'indiquai clairement que mon fils ne recevrait rien tant qu'il continuerait à me dénigrer ou à tenter de me faire passer pour folle. J'avais la possibilité légale de réduire sa part à la réserve minimale. Le reste, je pouvais le donner à qui je voulais. Quand je signai, ma main trembla, mais mon cœur se sentit plus léger. J'avais repris un peu de pouvoir. Pierre, en sortant, me dit doucement, « C'est peut-être le choc dont il a besoin pour ouvrir les yeux. » Je hochai la tête. Mais au fond de moi, je pressentais que Julien, au lieu de se réveiller, allait plonger plus loin encore dans l'avidité. Quelques semaines passèrent sans nouvelles directes de Julien. Je pensais presque qu'il avait renoncé, que la médiation infructueuse l'avait découragé. Pierre me rassurait, « Les tempêtes passent toujours, Madeleine. Même celles que déclenchent les enfants. » Mais au fond de moi, je savais que mon fils n'avait jamais accepté de perdre.
La confirmation arriva un matin d'avril. Je revenais du marché avec mon carap plein de légumes et de fleurs fraîches, quand je trouvai une enveloppe glissée sous le portail. Pas de timbre, pas d'adresse, simplement mon prénom écrit à la hâte. À l'intérieur, une lettre signée de la main de Julien. Maman, j'ai appris ce que tu as fait avec ton notaire. Tu veux me déshériter pour punir ton propre fils? C'est indigne. Claire et moi ne te laisserons pas commettre une telle folie. Si tu continues, nous serons contraints d'engager une action judiciaire pour te faire passer sous tutelle. Réfléchis bien. Tu es en train de détruire notre famille. Mes doigts se crispèrent sur le papier. La menace était claire. Ce n'était plus seulement de la décession ou de la colère, Julien préparait une véritable guerre. Pierre lut la lettre à son tour. Son visage se durcit, ses yeux bleus brillèrent d'une colère froide. Il dépasse toutes les limites. Tu ne seras pas seule, Madeleine. Si Julien attaque, nous contre-attaquerons. Je hochai la tête, mais mes larmes jaillirent malgré moi. Comment en est-on arrivé là? J'ai tout sacrifié pour lui. Et voilà qu'il parle de tutelle, comme si j'étais déjà une vieille femme sénile. Ce soir-là, nous allâmes voir Maître Dubois, le notaire. Il nous accueillit dans son bureau au mur chargé de dossiers et de code civil. Je lui tendis la lettre. Il la lut attentivement, puis dit d'une voix calme, « Julien n'a pas le pouvoir de vous placer sous tutelle sans expertise médicale et jugement. Mais il peut essayer de faire pression, de salir votre réputation. » Je sentis ma gorge se serrer. Que puis-je faire? Continuer à vivre normalement, répondit Maître Dubois. Et garder des preuves. Chaque lettre, chaque menace. La vérité finit toujours à reparler. Je rentrai avec un poids plus lourd encore sur les épaules. Les jours suivants, les appels de Julien se firent plus fréquents, plus agressifs. Il changeait de ton sans cesse, tantôt suppliant, tantôt accusateur. « Maman, pourquoi tu me rejettes ?» Puis aussitôt, « Cet homme t'empoisonne l'esprit. » Un soir, il alla plus loin. Il débarqua devant la maison de Pierre, sans prévenir, ivre de colère. Il tambourina à la porte. Quand j'ouvris, il cria, « Alors c'est vrai? Tu veux donner tout ce que tu as à cet inconnu? Tu veux me rayer de ta vie? » Pierre intervint, sa haute silhouette imposant le respect. « Julien, tu ne parleras pas à ta mère sur ce ton. » Mais Julien, les yeux fous, répliqua, « Tais-toi. Tu n'as rien à voir dans cette famille. Tu profites de sa faiblesse, tu veux ses biens. » Je me mis entre eux, le cœur battant. « Julien, ça suffit. » Ma voix résonna plus fort que je ne l'aurais cru. Tu m'as abandonné le jour où j'ai perdu ma maison. Tu m'as humilié devant ta compagne. Tu n'as pas le droit de parler d'amour filial quand tes actes prouvent le contraire. Il recula, blême. Tu vas le regretter, lâcha-t-il d'une voix glaciale. Puis il tourna les talons et disparut dans la nuit. Le lendemain, je reçus un appel inattendu. C'était une ancienne amie de lycée, rencontrée par hasard par Claire à Montplier. Elle me dit, gênée, « Madeleine, je ne veux pas me mêler, mais Claire raconte partout que tu es en train de perdre la tête, que tu dilapides ton argent, que tu risques de finir ruiné. » Je sentis mon estomac se nouer. Les rumeurs. Julien et Claire me détruisaient peu à peu dans l'opinion des autres. Quand je racontai cela à Pierre, il resta silencieux un long moment. Puis il déclara, « Il est temps de leur couper toute illusion. » Le lendemain, il prit rendez-vous avec son notaire à lui. Et ce fut là que j'entendis le plan le plus inattendu de ma vie. Pierre avait décidé de rédiger un document officiel stipulant que, le jour où il partirait, une partie importante de ses biens, plusieurs propriétés, des parts dans son cabinet, une maison secondaire en Ardèche, me reviendrait directement. Moi, Madeleine. Pas Julien. Pas Claire. J'étais bouleversée. Mais Pierre, tu ne peux pas. Ce n'est pas à moi. Il sourit doucement. J'ai bâti ma vie seule, Madeleine. J'ai toujours espéré la partager avec toi. Considère cela comme un juste retour. Et peut-être, un message. Je compris. C'était plus qu'un geste d'amour, c'était un coup de tonnerre. Si Julien apprenait cela, son avidité se transformerait en rage pure. Je ne voulais pas de guerre. Mais je savais que, tôt ou tard, la nouvelle lui parviendrait. Et alors, la bataille prendrait une tournure plus violente encore.
Ce soir-là, assise sous la véranda, je regardais les étoiles en silence. Une phrase me revenait sans cesse, je vais devoir me préparer. Car mon propre fils est devenu mon adversaire. Et dans cette guerre silencieuse, j'étais décidée à ne plus jamais baisser les yeux. Quelques jours plus tard, la nouvelle éclata comme une bombe. Julien avait eu vent du testament de Pierre. Comment? Je n'en ai jamais eu la certitude, mais je soupçonnais Claire. Elle avait des amis notaires, des connaissances dans les milieux où les confidences circulent comme des rumeurs de salon. Toujours est-il qu'un matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une convocation officielle, expertise médicale ordonnée à la demande de mon fils, pour évaluer mes capacités cognitives et psychologiques. Je crus m'effondrer. J'avais beau relire le document, les mots restaient les mêmes, Julien voulait me faire passer pour folle. Quand je montrai la convocation à Pierre, son visage se ferma. Je m'y attendais, murmura-t-il. Ces larmes classiques, prouver une faiblesse mentale pour annuler un testament ou placer quelqu'un sous tutelle. Il posa sa main sur la mienne. Mais tu es forte, Madeleine. Ils ne réussiront pas. Malgré ces paroles, la honte m'envahissait. À 67 ans, après toute une vie de labeur, il fallait que je défende devant un médecin ma capacité à penser. Comme si être veuve, fatiguée, marquée par le deuil et l'inondation suffisait à me faire passer pour irresponsable. Le jour du rendez-vous arriva. Dans la salle d'attente, mes mains tremblaient. Julien entra quelques minutes après moi, accompagné de Claire. Elle portait un tailleur sombre, ses cheveux tirés en arrière, l'air triomphant. Julien ne m'adressa pas un mot, il s'assit en face, ses yeux rivés sur le sol. Quand le psychiatre m'appela, j'eus l'impression de marcher vers un tribunal. L'homme, la soixantaine, lunettes rondes, me fit asseoir. Il posa des questions sur mon passé, ma mémoire, ma gestion du quotidien. Je répondis calmement, malgré la boule dans ma gorge. Je lui racontai comment j'avais tenu mon ménage seul, comment j'avais géré l'inondation, mes comptes, mes papiers. Je citais les dates, les noms, les événements. À mesure que je parlais, je retrouvais ma dignité. À la fin, il me regarda longuement. « Madame, vous êtes parfaitement lucide. Vous savez très bien ce que vous faites. » Un sourire discret passa sur son visage. « Ne laissez personne vous faire croire le contraire. » En sortant du cabinet, je croisai le regard de Claire. Pour la première fois, elle sembla déstabilisée. Elle avait espéré me voir humiliée, réduite au silence. Mais le médecin m'avait rendu ma voix. Quelques jours plus tard, le rapport officiel confirma mon état sain. Julien n'avait plus aucune base pour demander une tutelle. Mais au lieu de se calmer, il devint plus agressif. Il m'appela un soir, sa voix tendue, « Maman, tu ne comprends pas. Cet homme te manipule. Il te fera souffrir. Moi, je veux juste te protéger. » Je répondis d'une voix glaciale, « Me protéger, Julien? Tu m'as laissé dehors quand j'avais tout perdu. Et maintenant, tu m'attaques devant les tribunaux. » N'ose plus prononcer ce mot. Un silence, puis un souffle rauque. Très bien. Tu as choisi ton camp. Mais sache que tu détruis notre lien. Quand je raccrochai, les larmes coulèrent, mais c'était plus de rage que de douleur. Pierre me serra contre lui. Ton fils a déjà détruit ce lien lui-même. Tu n'as plus à porter ce fardeau. Et pourtant, malgré tout, je restais sa mère. Une partie de moi espérait encore qu'il ouvre les yeux. Les semaines suivantes furent étranges. D'un côté, je vivais des instants doux avec Pierre, nos promenades, ses attentions délicates, les projets de rénovation qu'il me montrait. De l'autre, je sentais l'hostilité de Julien grandir. Un soir, alors que nous dînions, Pierre reçut un appel. C'était un ami avocat. « Fais attention, Pierre. J'ai entendu que Julien et Claire préparent une assignation en justice pour captation d'héritage. Ils veulent prouver que tu influences Madeleine pour modifier son testament. » Pierre reposa lentement son téléphone. Son regard se posa sur moi. « Tu vois ? Leur cupidité n'a pas de limite. » Je baissai les yeux. « C'est mon fils, et c'est moi qu'ils piétinent pour atteindre tes biens. » Pierre inspira profondément. « Alors il est temps de leur montrer que nous ne sommes pas des proies faciles. » Le lendemain, il m'amena chez son notaire à Lyon. Dans ce bureau solennel, aux boiseries sombres, Pierre déclara d'une voix ferme, « Nous officialisons notre union. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. »
Je crus défaillir. Pierre, te marier avec moi, après tout ça? Il me regarda droit dans les yeux. Oui. Pour toi. Pour nous. Et pour couper court à leur manœuvre. Le notaire leva les sourcils, puis sourit. C'est la meilleure protection, en effet. Je sortis du bureau bouleversé. Ce n'était pas seulement une question de stratégie. Pierre voulait sceller ce que nous étions en train de reconstruire ensemble. Mais je savais que cette décision allait provoquer un séisme dans l'esprit de Julien. Et je n'avais pas tort. 3 jours plus tard, Julien m'appela. Sa voix tremblait de rage. J'ai appris pour ton mariage. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu offres ton avenir à un étranger et tu me rejettes comme un chien. Je restai calme. Ce n'est pas un étranger. C'est l'homme que j'aurais dû épouser il y a 50 ans. Il se mit à hurler, sa voix brisée par la colère. Alors ne compte plus jamais sur moi. Tu n'as plus de fils. Quand il raccrocha, le silence retomba, lourd, irrévocable. Je m'assis, le cœur en miettes. Mais une certitude naissait dans ma douleur, si Julien voulait la guerre, j'allais me battre. À Parennes, mais pour protéger ce qu'il me restait de plus précieux, ma dignité retrouvée. Le mariage fut célébré dans une simplicité presque irréelle, loin du faste et des regards indiscrets. Un matin clair de mai, sous le ciel encore lavé par les pluies printanières, Pierre et moi avons échangé nos vœux dans la petite mairie d'un village voisin. Seuls 2 témoins étaient présents. Son vieil associé et ma meilleure amie d'enfance, restés fidèles malgré les années et la distance. Aucun champagne débordant, aucun photographe indiscret, seulement nos mains jointes, nos regards, et le silence solennel d'une seconde chance offerte par la vie. Ce moment, je l'aurais voulu éternel. Mais je savais que, tôt ou tard, Julien apprendrait la nouvelle. Et ce jour-là, il n'y aurait pas de fleurs, seulement des éclairs. La première tempête éclata moins d'une semaine plus tard. Un article parut dans le journal régional. Le titre me fit vaciller, un architecte renommé épouse une veuve sinistrée, amour ou captation d'héritage. Sous la photo de Pierre et moi, prise à la sortie de la mairie par un passant, s'étalait un texte venimeux. On y décrivait mon passé récent, la maison détruite par les crues, l'accueil suspect, dans la demeure d'un riche entrepreneur, puis le mariage, précipité. Les mots étaient choisis pour semer le doute. Pierre lut l'article en silence, mais je vis ses mâchoires se crisper. Julien est clair, dit-il simplement. Je compris aussitôt. Qui d'autre aurait pu alimenter le journaliste de détails aussi précis? Le téléphone se mit à sonner sans arrêt. Des voisins, des connaissances, certains pour féliciter, d'autres pour insinuer des doutes. Même la boulangère du village me lança un regard appuyé le lendemain, comme si j'étais devenue une intrigante. Je crus m'effondrer sous le poids de la honte. Pierre me prit dans ses bras. Laisse-les parler. La vérité finit toujours par émerger. Mais la vérité, pour le moment, se noyait dans un océan de calomnie. Quelques jours plus tard, Julien m'appela, triomphant. Alors, tu as vu? Les gens commencent à comprendre. Ce mariage n'est qu'une mascarade. Je serrai le combiné si fort que mes jointures blanchirent. Julien, tu viens de franchir une limite. Tu n'as plus seulement trahi ta mère. Tu as sali son nom devant tout le monde. Il éclata d'un rire sans joie. Tu t'es salie toute seule, maman. Tu as choisi un étranger contre ton fils. J'ai seulement dit la vérité. Je raccrochai, les larmes brouillant mes yeux. Mais dans mon cœur, une graine nouvelle germait, la détermination. Si Julien voulait m'humilier publiquement, alors il fallait que ma réponse soit publique aussi. Pierre, pragmatique, prit rendez-vous avec son avocat et fit publier un droit de réponse. Dans ce texte, sobre mais ferme, il affirmait que notre union n'avait rien à voir avec ses biens, que mes droits étaient protégés par la loi, et que toute insinuation de captation d'héritage relevait de la diffamation. L'avocat me conseilla d'aller plus loin. Madame, vous pouvez attaquer ce journal. Mais surtout, gardez tous les articles, tous les témoignages. Car si votre fils poursuit son acharnement, ces preuves vous protégeront. La bataille changeait de visage, de privé, elle devenait publique, sociale, presque politique. Pourtant, malgré les humiliations, une force inattendue me portait. Pierre me regardait avec une tendresse sans faille. Tu vois, Madeleine, même les orages ne peuvent pas t'éteindre. Tu tiens debout.
Ces paroles m'aidaient à marcher la tête haute au marché, malgré les murmures. Mais Julien, piqué au vif par notre résistance, décida de frapper plus fort encore. Un soir, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Une voix grave se présenta. Ici l'URSSAF. Madame, nous avons été saisis d'un signalement concernant des revenus non déclarés liés à des biens immobiliers que vous occupez. Je crus m'évanouir. Julien était allé jusqu'à inventer des fraudes pour m'enfoncer. Le fonctionnaire me rassura. Nous vérifierons, bien sûr, mais cela ressemble à une dénonciation calomnieuse. Je posai le téléphone, tremblante. Pierre, furieux, prit ma main. Cette fois, il est allé trop loin. Nous allons porter plainte pour diffamation et dénonciation mensongère. Ce soir-là, j'ai compris que la guerre n'était plus seulement familiale. Julien voulait me détruire par tous les moyens, quitte à m'entraîner devant la justice, à salir mon honneur, à me faire passer pour une criminelle. Je passais la nuit sans dormir, mais quelque chose avait changé en moi. La peur s'était transformée en une énergie sombre, une résolution nouvelle. Oui, Julien était mon fils. Mais il était devenu mon bourreau. Et moi, je n'étais plus la mère docile qui baissait les yeux. J'avais trouvé en Pierre un appui solide, une seconde jeunesse, un amour tardif mais indestructible. Et désormais, j'avais une arme, la vérité, les preuves, et ma propre voix. À l'aube, je me suis levé, j'ai ouvert grand les volets. Le ciel s'illuminait au-dessus des collines encore mouillées de rosée. Une phrase s'imposa dans mon esprit, il est temps de riposter. Car dans cette guerre silencieuse, je n'étais plus la victime. Je devenais l'adversaire. Dès la semaine suivante, nous déposâmes plainte avec l'aide de l'avocat de Pierre. Le dossier était solide, la convocation médicale injustifiée, la lettre de menace où Julien parlait de tutelle, l'article diffamatoire dans le journal, la dénonciation calomnieuse auprès de l'URSSAF. Chaque pièce devenait une pierre dans le mur que je bâtissais contre mon propre fils. Le procureur ouvrit une enquête préliminaire. Julien et Claire furent convoqués pour s'expliquer. J'appris par une connaissance qu'ils avaient pâli en recevant la convocation, mais qu'ils continuaient à clamer qu'ils agissaient, par amour. Moi, je n'avais plus envie de débattre de sentiments. J'étais entré dans une autre dimension, celle de la vérité légale, implacable. Quelques jours plus tard, j'eus un entretien avec une enquêtrice de la gendarmerie. Une femme d'une quarantaine d'années, regard franc, qui m'écouta avec une attention sincère. Je lui racontai tout, l'inondation, le rejet, les humiliations, les menaces. Elle prit des notes, hocha la tête. À la fin, elle me dit, « Madame, vous savez, des histoires comme la vôtre, nous en voyons souvent. Mais peu de mères osent aller au bout. Vous êtes courageuse. » Ces mots me redonnèrent un souffle. Pendant ce temps, Pierre organisait notre défense avec une précision d'horloger. Il fit vérifier mes comptes à un expert indépendant, afin de prouver ma parfaite autonomie. Il demanda aussi une expertise sur l'article de presse, démontrant que les informations venaient bien de Julien et Claire. Chaque mouvement de leur art se retournait contre eux, comme un piège qu'ils avaient tendu pour eux-mêmes. Mais ce n'était pas suffisant. Je sentais qu'il fallait frapper plus fort, montrer publiquement que je n'étais ni folle ni manipulée. Alors, avec l'aide d'une amie journaliste de confiance, j'acceptai de témoigner. Un article parut dans un hebdomadaire régional, avec un titre qui me fit pleurer. Une mère rejetée après les inondations retrouve l'amour et se bat pour sa dignité. L'article retraçait mon histoire, sans excès, avec mes mots. On y voyait une photo de moi dans le jardin de Pierre, debout, digne, entouré de fleurs. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas honte de mon reflet. L'effet fut immédiat. Des voisins vinrent me voir, m'apportant des mots de soutien. Des inconnus m'écrivirent des lettres, certains me racontant qu'ils avaient vécu le même rejet de la part d'un enfant ingrat. La honte changea de camp. Julien et Claire, qui avaient voulu salir mon nom, se retrouvèrent pointés du doigt. Mais leur orgueil ne céda pas. Un soir, Julien m'appela encore, la voix tendue, presque suppliante, « Maman, arrête cette mascarade. Tu crois que ce type va vraiment t'aimer? Il veut ton argent, rien d'autre. Reviens, il n'est pas trop tard. » J'inspirai profondément avant de répondre. « Julien, écoute-moi bien. L'argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Je n'ai jamais compté mes heures pour que tu puisses étudier, vivre confortablement. Et aujourd'hui, c'est toi qui es obsédé par l'héritage. Pierre, lui,
n'a jamais parlé d'argent. Il m'a offert un toit et du respect quand toi tu m'as chassé. Alors ne projette pas sur lui tes propres obsessions. Il resta muet quelques secondes. Puis il lâcha, tu m'as trahi. Et il raccrocha. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pas à cause de la peur, mais parce que je réalisais une chose terrible, pour Julien, je n'étais plus une mère, mais un capital. Et rien ne pourrait le ramener à l'amour vrai tant qu'il serait prisonnier de cette avidité. Pierre, lui, ne faiblissait pas, Madeleine, dit-il, il faut que tu sois prête. Leur dernier recours sera de tenter un procès en captation d'héritage. Et ils vont le perdre, car nous avons toutes les preuves. Il avait raison. 2 mois plus tard, l'audience fut fixée. Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Quand le jour arriva, je m'assis sur le banc des parties civiles, le cœur battant. Julien et Claire étaient là, bien habillés, leurs avocats alignés de dossiers. Quand le juge me donna la parole, je me levai, droite malgré mes jambes tremblantes. Monsieur le Président, commençai-je, je suis ici parce que mon fils veut me faire passer pour folle et manipulée. Mais la vérité est simple, je suis une mère qui l'a rejeté le jour où elle a tout perdu. Ce n'est pas moi qui cherche son argent. C'est lui qui veut contrôler le mien. Ma voix résonna dans la salle. Je vis Claire se crisper, Julien baisser les yeux. Le procès fut ajourné pour expertise complémentaire, mais je savais déjà que quelque chose avait basculé. Pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais jugé. C'était eux. En sortant du tribunal, Pierre me prit la main. Tu as été admirable. Je souris tristement. Admirable peut-être. Mais brisé quand même. Il secoua la tête. Non, Madeleine. Tu es debout. Et c'est ça qui les détruit. Et, au fond de moi, je le sentais, la tempête n'était pas terminée. Mais désormais, c'était moi qui tenais la barre. Le jour de la deuxième audience arriva plus vite que je ne l'aurais cru. J'avais passé les nuits précédentes à relire mes notes, à repenser à chaque humiliation subie. Pourtant, quand j'entrai dans la salle d'audience, je me sentis étonnamment calme. Peut-être parce que je savais que cette fois, ce n'était plus seulement moi qui étais sur le banc des accusés moraux. C'était Julien et Claire. Le juge, un homme à la voix grave, donna la parole à l'avocat de mon fils. Ce dernier plaida que j'avais été influencé par Pierre, que mon mariage soudain, mon testament, mes décisions n'étaient pas le fruit de ma lucidité mais d'une emprise affective. Les mots claquaient comme des gifles. Je sentais le regard des spectateurs peser sur moi, certains curieux, d'autres compatissants. Puis vint le tour de mon avocat. Il déposa sur la table les lettres de menace de Julien, l'article diffamatoire, la dénonciation calomnieuse. Voici la vérité, dit-il. Un fils qui n'a pas ouvert sa porte à sa mère lorsqu'elle avait tout perdu. Un fils qui, aujourd'hui, veut la dépouiller de sa dignité pour sauver ses propres intérêts. Mais le moment décisif arriva quand Pierre fut appelé à témoigner. Grand, imposant, il se leva et s'avança. Sa voix, ferme et claire, résonna dans la salle. J'aime Madeleine depuis 50 ans. J'ai construit ma vie, ma fortune, sans jamais attendre d'elle autre chose que sa présence. Je ne suis pas ici pour ses biens, mais pour défendre son honneur. Puis il ajouta, en sortant un document, et si preuve il faut, voici mon testament, il assure la protection de Madeleine, mais aussi de plusieurs associations caritatives. Un centime ne dépend de la volonté de Julien. Un murmure parcourut la salle. Même le juge leva les yeux de son dossier. L'effet fut immédiat, l'argument de la captation d'héritage s'effondrait. Julien, blême, se leva d'un bond. Vous mentez. Vous voulez me voler ce qui me revient de droit. Sa voix tremblait, il avait perdu son sang-froid. Le juge frappa du marteau. Monsieur, asseyez-vous immédiatement. Mais Julien continua, incapable de se retenir. Toute ma vie, j'ai attendu cet héritage. Et vous, vous arrivez et vous me l'arrachez. La salle retint son souffle. En une phrase, il venait de révéler le vrai fond de sa démarche, à la protection d'une mère, mais la convoitise. Je sentis mes yeux se remplir de larmes, mais ce n'était plus de douleur. C'était de la lucidité. Tout le monde l'avait entendu. Julien venait de se trahir. Le juge fit un signe à l'huissier. La séance fut suspendue. En sortant, je croisai le regard de Claire. Elle semblait furieuse, ses lèvres pincées, ses yeux lançant des éclairs.
Mais derrière sa colère, je lus la peur. La peur de voir leur plan s'écrouler. Dans le couloir, Pierre me serra la main. Tu as gagné, Madeleine. Peut-être as encore sur le papier, mais dans les cœurs, dans la vérité. Les semaines suivantes confirmèrent ces mots. L'expertise complémentaire conclut à mon entière lucidité. Le juge débouta la demande de Julien et rappela sévèrement qu'un enfant ne peut utiliser la justice pour régler des comptes d'héritage anticipés. La nouvelle fit le tour du village, puis de la région. Ceux qui avaient cru aux calomnies changèrent de ton. Certains vinrent me voir pour s'excuser, d'autres pour me féliciter. La honte qui m'avait écrasé se transforma en une étrange fierté. Julien, lui, se fit discret. Je sus par une connaissance qu'il avait des problèmes financiers, des dettes cachées, des placements ratés. Tout s'éclairait. Son acharnement n'était pas seulement de la cupidité, mais aussi du désespoir. Il voyait en moi un coffre-fort, une bouée de sauvetage. Et quand il avait compris que je ne céderais pas, il avait sombré dans la rage. Une fois, il tenta encore de m'appeler. Sa voix était rauque, fatiguée. « Maman, je suis désolée. » Je restais silencieuse, le cœur serré. Pouvais-je encore croire à ses excuses après tant de coups bas? Finalement, je répondis doucement. « Julien, je t'ai tout donné. Mon amour, ma jeunesse, mes sacrifices. Mais l'amour, on ne le mendie pas, on le vit. Si tu veux redevenir mon fils, alors prouve-le par tes actes, pas par des mots. » Puis je raccrochai. Ce soir-là, Pierre me trouva sur la terrasse, le regard perdu dans le crépuscule. « Tu es triste, dit-il. » Je hochai la tête. Oui, mais pas brisé. Plus jamais brisé. Car au fond, j'avais compris, j'avais survécu aux inondations, aux humiliations, au procès, et même à la trahison de mon propre fils. Et j'étais toujours debout. Je me souviens du bruit de l'eau emportant ma maison, du fracas des meubles, de l'odeur de boue qui collait à ma peau. Je croyais alors avoir touché le fond, que rien ne pourrait être plus cruel que de perdre 40 années de souvenirs en une seule nuit d'inondation. Mais j'avais tort. Le plus cruel n'était pas la rivière en furie, ni la pluie d'attente. Le plus cruel, ce fut le visage de mon propre fils lorsqu'il me ferma sa porte. On peut survivre aux tempêtes de la nature. Mais comment survit-on à la tempête de ceux qu'on a portés, nourris, aimés? Comment trouve-t-on encore la force quand le sang de son sang devient un étranger? J'ai cru mourir de honte quand Julien a tenté de me faire passer pour folle, quand il a sali mon nom dans la presse, quand il m'a réduite à un capital, un héritage qu'il réclamait avant même que je sois partie. Et pourtant, je suis encore là. Plus droite que jamais. Ce que j'ai compris au fil de cette bataille, c'est que le silence des mères est une arme à double tranchant. Trop souvent, nous acceptons l'injustice, croyant que c'est ça, aimer, tout supporter, tout excuser. Mais aimer, ce n'est pas s'effacer. Aimer, c'est aussi poser des limites. Dire « non » quand on nous piétine. Dire « assez » quand on veut nous détruire. J'ai relevé la tête grâce à Pierre, c'est vrai. Mais aussi grâce à moi. J'ai découvert, à 67 ans, une force que j'ignorais. La force de dire à mon fils « Tu ne me définiras pas. Tu ne m'enfermeras pas dans tes calculs. Je suis plus qu'un héritage, plus qu'une vieille femme fatiguée. Je suis une femme debout. Et vous qui m'écoutez, je vous parle à vous, mère, grand-mère, femme de l'ombre qui avez donné sans compter. Ne laissez personne vous voler ce qui reste de votre dignité. Ne laissez pas vos sacrifices devenir une chaîne qui vous enserre. On croit souvent que la vieillesse est synonyme de silence et de soumission. Mais moi, j'ai appris qu'elle peut être l'âge de la vérité. Oui, j'ai pardonné à Julien quelques arts en moi, car le pardon est nécessaire pour vivre en paix. Mais je n'ai pas oublié. Et je ne l'ai pas laissé faire. Parce que le pardon n'efface pas la mémoire, il libère seulement le cœur. Aujourd'hui, je vis aux côtés de Pierre. Chaque matin, il prépare le café, et je m'assieds face à lui dans cette maison qu'aucune inondation ne pourra balayer. Nous parlons d'avenir, oui, d'avenir, à presque 70 ans. Car tant qu'on respire, il existe encore. Nous rions, nous projetons des voyages, des travaux dans le jardin. Je ne suis plus une survivante. Je suis une vivante. Et si un jour Julien décide enfin de revenir non pas pour l'argent, mais pour l'amour, alors je lui ouvrirai ma porte. Mais cette fois, ce sera lui qui devra montrer patte blanche. Car l'amour maternel est immense,
mais il n'est pas inépuisable. Il mérite le respect. Alors, si un jour vos propres enfants vous font sentir que vous êtes de trop, souvenez-vous de moi. Ne baissez pas les yeux. Ne laissez pas la peur vous faire taire. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas des poids. Vous êtes les racines sans lesquelles aucun arbre ne tiendrait debout. Moi, Madeleine, veuve, mère rejetée, j'ai survécu à la boue, aux rumeurs, aux tribunaux, et aux regards méprisants de mon fils. Et je termine cette histoire avec un seul message. Ne laissez jamais personne, pas même vos enfants, vous voler la lumière que vous avez bâtie toute votre vie.